Le froid mordant de janvier 1764 transperçait même les épais manteaux de laine. Les sabots des chevaux résonnaient sur les pierres gelées du chemin serpentant vers les hauteurs sauvages de Lozère, où la civilisation semblait s'effacer progressivement derrière un voile de brume glaciale. Antoine de Beauterne, capitaine des dragons du roi Louis XV, serrait les rênes de sa monture d'une main ferme, ses yeux perçants scrutant les forêts denses qui bordaient la route. « Monsieur le capitaine », murmura son lieutenant, François Rintaud, dont la voix tremblait légèrement dans l'air glacé. Les villageois de la dernière auberge parlaient encore de cette créature. Ils affirment qu'elle a dévoré 3 bergers la semaine dernière. Beauterne ne détourna pas son regard des ombres mouvantes entre les sapins. À 42 ans, il avait servi le roi dans les colonies d'Amérique, affronté les Iroquois et les ours des grandes forêts du Nouveau Monde. Mais les récits qui remontaient jusqu'à Versailles depuis ces montagnes reculées du Gévaudan dépassaient tout ce qu'il avait pu entendre. 113 morts, Rintaud, répondit-il d'une voix grave, la vapeur de son souffle formant de petits nuages blancs. 113 âmes déchiquetées, mutilées, parfois partiellement dévorées. Sa Majesté ne peut tolérer qu'une bête sème pareille terreur dans son royaume. Les chevaux avançaient péniblement sur le chemin de plus en plus escarpé. Les villages se raréfiaient, remplacés par des étendues désolées où seules quelques fermes isolées ponctuaient le paysage. La neige commençait à tomber, fine d'abord, puis de plus en plus dense, transformant le monde en un linceul blanc et silencieux. Vers le milieu de l'après-midi, ils atteignirent enfin Saint-Flour de Mercoire, un hameau accroché au flanc rocheux comme une verrue sur la peau rugueuse de la montagne. Les maisons de pierre sombre, aux toits d'ardoise couverts de neige, semblaient se blottir les unes contre les autres pour résister au vent glacial qui descendait des sommets. L'auberge du village, le Cerf Blanc, était un bâtiment trapu aux murs épais, ses fenêtres minuscules filtrant une lumière jaunâtre et vacillante. Beauterne et ses hommes attachèrent leurs chevaux sous l'auvent et pénétrèrent dans la chaleur relative de la salle commune. L'atmosphère était lourde, chargée de fumée de pipe et d'odeur de ragoût. Une vingtaine d'hommes, pour la plupart des paysans au visage buriné par le froid et le labeur, étaient assis autour de tables de bois brut. Les conversations cessèrent instantanément à l'entrée des soldats du roi. « Bonsoir, messieurs », déclara Beauterne en ôtant son chapeau, révélant des cheveux bruns légèrement grisonnants. « Je suis le capitaine de Beauterne, envoyé de Sa Majesté pour enquêter sur les événements qui troublent cette région. » Le silence se prolongea, pesant. Les regards se détournaient, fuyants. Finalement, un homme âgé, à la barbe blanche clairsemée, se leva péniblement de sa chaise près de l'âtre. « Jean Portefaix !» se présenta-t-il d'une voix rauque. « Maire de ce village, monsieur le capitaine, nous vous attendions. » Beauterne s'approcha, étudiant les visages marqués par la peur qui l'entourait. « Racontez-moi ce que vous savez sur cette bête. » Portefaix échangea des regards inquiets avec ses compagnons avant de reprendre. « Ce n'est pas une bête ordinaire, monsieur. Elle chasse comme un homme. Elle tend des pièges, attire ses victimes dans des endroits isolés. Et les corps qu'on retrouve, » sa voix se brisa légèrement, « ils sont mutilés de façon méthodique, comme si la créature savait exactement où frapper pour faire le plus souffrir. »« Les témoins ?» demanda Beauterne, sortant un carnet de cuir de sa redingote. « Peu ont survécu pour témoigner, » répondit un autre homme, plus jeune, aux cheveux roux ébouriffés. « Mais ceux qui l'ont aperçu parlent d'une bête énorme, plus grosse qu'un loup, avec des yeux qui brillent comme des braises dans l'obscurité. Elle se dresse parfois sur ses pattes arrière, comme un homme. » Beauterne nota soigneusement chaque détail. « Où ont eu lieu les dernières attaques ? » « Au col du Mercoire, sur le chemin qui mène vers les Hautes-Terres, » répondit Portefaix. « Mais capitaine, personne ne s'aventure plus là-haut après la tombée de la nuit. Il y a des bruits étranges qui viennent de la forêt, des hurlements qui ne ressemblent à rien de naturel. » La porte de l'auberge s'ouvrit brutalement, laissant entrer un tourbillon de neige et de vent glacé. Un homme entra en trébuchant, ses vêtements déchirés et ensanglantés, ses yeux écarquillés par la terreur.
Il s'effondra sur le sol en pierre, haletant. « Marcel !» s'écria quelqu'un. « Que t'est-il arrivé ?» L'homme leva des yeux hagards vers l'assemblée. « Elle a pris mon frère !» balbutia-t-il, ses lèvres bleues de froid tremblant violemment. Sur le chemin de la vieille ferme des Verriers, la bête l'a attrapé et l'a traîné dans les bois. J'ai entendu ses cris. Mon Dieu, j'ai entendu ses cris pendant si longtemps. Un frisson parcourut l'assemblée. Le nom de Verrier sembla résonner dans la salle comme un glas funèbre. Bauterne s'agenouilla près de l'homme blessé. « Comment vous appelez-vous »« Marcel. »« Marcel Chastang » répondit-il en claquant des dents. « Mon frère Pierre et moi, on transportait du bois de chauffage à la ferme des Verriers. C'est une famille étrange, capitaine. Ils vivent isolés dans les hauteurs, ne descendent jamais au village. Mais ils paient bien, et avec l'hiver, continuez, encouragea Bauterne. On approchait de leur propriété quand on a entendu des hurlements dans la forêt. D'abord, on a cru que c'était des loups ordinaires, mais le son, il frissonna. Le son était différent, plus intelligent. Puis, elle est apparue. Marcel ferma les yeux, comme s'il revivait la scène. Elle était massive, capitaine, 2 fois la taille d'un loup normal, avec un pelage noir comme la nuit. Mais ce qui m'a terrifié, c'était ses yeux. Ils brillaient d'une intelligence malveillante. Elle nous regardait, comme si elle nous étudiait. Qu'est-il arrivé ensuite? Elle a bondi sur Pierre, mais pas comme un animal sauvage. Elle l'a attrapé avec une précision chirurgicale, visant ses jambes pour l'immobiliser sans le tuer immédiatement. Puis elle l'a traîné vers les bois, et j'ai entendu... Sa voix se brisa complètement. J'ai entendu d'autres voix, des voix humaines qui riaient. Un silence de mort s'abattit sur l'auberge. Même le crépitement du feu dans la cheminée semblait étouffé. Des voix humaines, répéta Bauterne, fronçant les sourcils. Marcel hocha la tête avec vigueur. Je le jure sur la tombe de ma mère, capitaine, il y avait des hommes avec cette créature. Je les ai entendus parler en patois local. Ils riaient de la souffrance de mon frère. Bauterne se redressa lentement, son esprit d'enquêteur analysant ces nouvelles informations troublantes. Une bête qui chasse méthodiquement, accompagnée d'hommes. Cela ne correspondait à aucune des hypothèses qu'il avait envisagées. Cette ferme des Verriers, demanda-t-il en se tournant vers Portefaix. Vous la connaissez? Le maire sembla vieillir de 10 ans en quelques secondes. C'est une vieille famille, capitaine. Ils habitent ces montagnes depuis des générations, mais ils ne se mélangent pas aux gens du village. On dit qu'ils pratiquent des coutumes étranges. Quel genre de coutumes? Portefaix échangea des regards nerveux avec les autres villageois. Des rumeurs, capitaine. Rien de plus. On dit qu'ils ne respectent pas les lois de l'Église, qu'ils se marient entre eux dans la famille, et il y a des histoires sur leur chasse nocturne. Leur chasse? Non, ils chassent la nuit, capitaine, jamais le jour. Et ils rapportent toujours du gibier, même quand tous les autres chasseurs rentrent bredouilles. Certains disent qu'ils connaissent des secrets sombres transmis de père en fils. Bauterne ferma son carnet d'un geste sec. Les pièces d'un puzzle macabre commençaient à s'assembler dans son esprit. Combien sont-ils, cette famille? Le patriarche Pierre Verrier a 60 ans environ, répondit un autre villageois. Il a 4 fils adultes et 2 filles. Ils vivent tous ensemble dans cette ferme isolée, à 3 lieues d'ici, sur les hauteurs. Et les attaques ont commencé quand? Il y a environ 2 ans, murmura Portefaix. Au début, c'étaient des moutons, des chèvres qui disparaissaient, puis des bergers isolés. Et maintenant elles s'attaquent aux voyageurs, aux familles entières parfois. L'aubergiste, une femme corpulente aux joues rougies, s'approcha timidement. « Capitaine, si vous comptez vous rendre chez les Verriers, je vous conseille d'y aller de jour, et avec beaucoup d'hommes. Cette famille, il y a quelque chose de maudit chez eux. » Bauterne acquiesça gravement. « Nous partirons demain à l'aube. Montrez-moi le chemin sur une carte. » Pendant que Portefaix dessinait un plan approximatif sur un morceau de parchemin, Marcel Chastang fut installé près du feu pour soigner ses blessures. Ses murmures incohérents évoquaient sans cesse les rires humains qu'il avait entendus dans la forêt, mêlés aux cris d'agonie de son frère.
La nuit tombait rapidement sur les montagnes, enveloppant le village dans un manteau d'obscurité. Depuis les fenêtres de l'auberge, on pouvait voir les lumières vacillantes des maisons s'éteindre une à une, comme si les habitants se tairaient pour échapper à quelque menace invisible. Bauterne monta dans la petite chambre que l'aubergiste lui avait préparée sous les combles. Depuis sa fenêtre, il contemplait les masses sombres des forêts qui s'étendaient vers les hauteurs. Quelque part là-haut, dans cette immensité hostile, se cachait la vérité sur ces massacres. Il sortit une lettre de sa besace, celle que lui avait remise le ministre du roi avant son départ de Versailles. Les mots étaient gravés dans sa mémoire. « Sa Majesté attend de vous que vous mettiez fin à cette terreur qui défie l'autorité royale. Utilisez tous les moyens nécessaires. La réputation de la couronne en dépend. » Un hurlement lointain déchira le silence nocturne, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Bauterne frissonna malgré lui. Ce n'étaient pas des cris d'animaux ordinaires. Il y avait quelque chose d'humain dans ces sons, quelque chose de profondément dérangeant. Il vérifia une dernière fois ses pistolets et son épée avant de s'allonger sur le lit de paille. Demain, il irait à la rencontre de cette famille Verrier, et il découvrirait enfin la vérité sur la bête du Gévaudan. Mais une question le hantait tandis qu'il s'endormait. Était-il venu chasser un monstre ? Ou était-il lui-même devenu la proie? De où vous m'accompagnez? Laissez dans les commentaires. L'aube se levait péniblement sur les montagnes de Lozère, teignant la neige fraîche d'une lueur rosée et froide. Bauterne et ses hommes, une dizaine de dragons du roi armés de mousquets et de sabres, cheminaient depuis 2 heures sur le sentier escarpé qui menait vers les hautes terres. Leurs chevaux soufflèrent des nuages de vapeur dans l'air glacé, peinant à progresser sur le terrain rocailleux et verglacé. Le paysage devenait de plus en plus sauvage à mesure qu'ils grimpaient. Les forêts de sapins semblaient se refermer sur eux comme les mâchoires d'un piège géant, leurs branches chargées de neige formant un plafond oppressant qui filtrait à peine la lumière du jour naissant. Le silence était total, à peine troublé par le cliquetis des harnais et le souffle haletant des chevaux. « Capitaine !» murmura le lieutenant Rintaut. « Nous approchons de la zone indiquée sur la carte du maire. La ferme des Verriers ne devrait plus être très loin. » Bauterne leva la main pour faire halte. Depuis 1 heure, un sentiment d'inquiétude grandissait en lui. Il n'avait croisé aucun gibier, entendu aucun chant d'oiseaux. Même les insectes semblaient avoir déserté cette partie de la forêt. C'était comme si la vie elle-même fuyait cet endroit. « Sergent Malesherbes !» appela-t-il, s'adressant à un homme râblé aux cheveux grisonnants, vétéran de nombreuses campagnes. « Faites vérifier les armes. Je veux que tous les mousquets soient chargés et amorcés. »« Bien, capitaine !» répondit Malesherbes d'une voix rauque. L'homme avait combattu aux côtés de Bauterne en Amérique et avait affronté les pires dangers sans broncher. Pourtant, même lui semblait nerveux dans ces bois sinistres. Ils reprirent leur progression. Le sentier serpentait entre d'énormes rochers couverts de mousse et de glace, parfois si étroits qu'ils devaient avancer en file indienne. Des corbeaux les observaient depuis les branches les plus hautes, leur croassement sinistre résonnant comme des présages de malheur. Vers midi, ils atteignirent enfin une clairière où se dressait la ferme des Verriers. Bauterne retint son souffle. L'endroit défiait toute description. La bâtisse principale était une construction massive de pierres noires, aux murs épais comme ceux d'une forteresse. Ses fenêtres étroites, protégées par d'épais volets de bois, ressemblaient à des meurtrières. La toiture d'ardoise, couverte d'une épaisse couche de neige, s'ornait de cheminées multiples d'où ne s'échappait aucune fumée malgré le froid glacial. Autour de la maison principale s'éparpillaient plusieurs dépendances. Une grange énorme, aux portes cadenassées, des écuries visiblement bien entretenues, et ce qui semblait être un fumoir dont l'odeur caractéristique flottait dans l'air immobile. Mais c'était l'absence totale de vie domestique qui frappait le plus. Pas de poules picorant dans la cour, pas de cochons dans leurs enclos, pas même un chien pour signaler leur arrivée. « C'est sinistre !» marmonna l'un des soldats, un jeune homme nommé Dubois dont c'était la première mission importante. « Du calme !» ordonna Bauterne, mais lui-même ressentait la même oppression. L'endroit dégageait une aura de malaise profond, comme si les pierres elles-mêmes
avaient absorbé des souffrances indicibles. Ils attachèrent leurs chevaux à un poteau de bois près de l'entrée principale et s'approchèrent de la lourde porte de chêne ferrée. Bauterne frappa 3 coups fermes avec le pommeau de son épée. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis des pas lents résonnèrent à l'intérieur, accompagnés d'un bruit de chaîne qu'on déverrouille. La porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. L'homme qui leur fit face était impressionnant. Pierre Verrier, le patriarche, devait mesurer près de 6 pieds. Sa carrure massive évoquait celle d'un ours, ses épaules larges tendant l'étoffe grossière de sa chemise de lin. Ses cheveux, d'un noir profond, striés de quelques fils d'argent, retombaient sur ses épaules en mèches grasses. Mais c'étaient ses yeux qui frappaient le plus. D'un vert intense, presque lumineux, il semblait percer l'âme de quiconque osait les affronter. « Messieurs, dit-il d'une voix grave et caverneuse, avec un léger accent du terroir qui traînait sur les consonnes, vous êtes loin de tout chemin civilisé. Que puis-je pour vous ?»« Pierre Verrier ?» demanda Bauterne, s'efforçant de garder une contenance malgré le malaise qui l'envahissait. « Je suis le capitaine de Bauterne, envoyé de Sa Majesté Louis XV. J'enquête sur les attaques qui terrorisent la région. » Un sourire étrange passa sur les lèvres de Verrier, découvrant des dents remarquablement blanches et pointues. « Ah, l'envoyé du roi, nous vous attendions, capitaine. Entrez donc, vous et vos hommes. Ma famille sera honorée de recevoir les représentants de Sa Majesté. » L'invitation était formulée avec une politesse formelle, mais il y avait quelque chose dans le ton qui mettait Bauterne mal à l'aise. Il fit signe à ses hommes de rester vigilants et pénétra dans la demeure. L'intérieur était aussi troublant que l'extérieur. Le hall d'entrée, éclairé par quelques chandelles vacillantes, était décoré de têtes d'animaux empaillés fixées au mur. Mais ce n'étaient pas des trophées de chasse ordinaires. Les têtes de cerfs, de sangliers et de loups étaient disposées selon un motif géométrique complexe, leurs yeux de verre semblant suivre les visiteurs dans leurs mouvements. « Ma famille !» annonça Pierre Verrier en désignant d'un geste ample les silhouettes qui émergeaient des ombres de la maison. Ils apparurent un à un, comme surgis des profondeurs de quelques cauchemars. D'abord les Fils, 4 hommes dans la force de l'âge, tous bâtis sur le même modèle que leur père, massifs et au regard perçant. Jean, l'aîné, avait une 40aine d'années et des cicatrices qui barraient son visage, comme les traces de griffes d'un animal sauvage. Antoine et Marie, les jumeaux, présentaient une ressemblance troublante qui dépassait la simple gémellité. Ils bougeaient de concert, comme s'ils partageaient une pensée unique. Le plus jeune, Paul, à peine 25 ans, avait les mêmes yeux verts hypnotiques que son père, mais il y brillait une lueur de folie naissante. Puis vinrent les filles. Marguerite, l'aînée, était une femme d'une 40aine d'années à la beauté sombre et inquiétante. Sa sœur Catherine, plus jeune d'une 10aine d'années, évoluait avec une grâce féline troublante, ses mouvements rappelant ceux d'un prédateur qui évalue sa proie. « Mes enfants !» poursuivit Pierre avec une fierté évidente. « Voici le capitaine de Bauterne et ses hommes. Ils enquêtent sur les troubles qui agitent notre paisible région. » Le mot « trouble » fut prononcé avec une ironie à peine dissimulée qui fit frissonner Bauterne. Il étudia les visages qui l'entouraient, notant les détails troublants, la pâleur maladive de leur teint malgré la vie au grand air, la façon dont leur regard se fixait sur lui et ses hommes comme s'ils évaluaient des pièces de viande, et surtout cette odeur étrange qui flottait dans la maison, un mélange de fumée, de sang et de quelque chose d'autre, quelque chose d'innommable. « Nous aimerions vous poser quelques questions, » commença Bauterne. « Les attaques qui se multiplient dans la région... »« Ah, cette malheureuse bête !» l'interrompit Pierre en secouant la tête d'un air désolé. « Elle fait tant de ravages. Nous-mêmes avons perdu plusieurs de nos moutons, n'est-ce pas, mes enfants ?» Les acquiescements qui suivirent semblaient étrangement coordonnés comme une récitation préparée à l'avance. « Vous chassez dans la région ?» continua Bauterne. « Bien sûr, capitaine !» répondit Jean, l'aîné, d'une voix aussi grave que celle de son père. « Comment survivrions-nous autrement dans ces montagnes isolées? Nous connaissons chaque sentier, chaque grotte, chaque terrain de chasse. Mais vous n'avez jamais rencontré cette créature,
Un silence étrange s'abattit sur la famille. Les regards s'échangèrent, chargés de significations secrètes. « Oh si !» murmura finalement Catherine, la plus jeune des filles, avec un sourire qui découvrit ses dents particulièrement acérées. « Nous l'avons vu, capitaine, de très près même. » « Catherine !» la réprimanda sèchement son père. Mais la jeune femme continua, ses yeux verts brillant d'un éclat malicieux. « Elle est magnifique, capitaine, plus belle et plus sauvage que tout ce que vous pourrez imaginer. Quand elle chasse, c'est comme une danse mortelle et parfaite. » Bauterne sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans la façon dont cette femme parlait de la bête, presque avec admiration. « Où l'avez-vous vue » demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton neutre. « Partout, capitaine » répondit Pierre en fusillant sa fille du regard. « Elle rôde dans toutes nos forêts, mais elle est rusée. Elle ne se montre que lorsqu'elle le veut bien. » L'un des soldats de Bauterne, le jeune Dubois, s'était approché d'une fenêtre pour observer la cour. Soudain, il poussa un cri étouffé. « Capitaine, venez voir !» Bauterne s'approcha de la fenêtre. Dans la cour arrière, partiellement dissimulée par un appentis, s'étalait un spectacle qui lui glaça le sang. Des dizaines d'ossements étaient soigneusement disposés sur de longues tables de bois, certains encore couverts de lambeaux de chair séchée. La plupart semblaient provenir d'animaux sauvages, mais quelques-uns « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix dure. Pierre Verrier s'approcha calmement, comme si la question était parfaitement naturelle. « Notre réserve de viande pour l'hiver, capitaine. Dans ces montagnes isolées, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller quoi que ce soit. Nous utilisons tout, la viande, les os, la peau, même... » Il s'interrompit, son sourire s'élargissant. « Même les parties que d'autres considéreraient comme immangeables. » Bauterne étudia plus attentivement les ossements. Certains étaient indéniablement humains, des côtes, des fémurs, des crânes. Son cœur se mit à battre plus rapidement, mais il s'efforça de ne rien laisser paraître. « Vous semblez avoir chassé beaucoup de gibier dernièrement, » observa-t-il d'un ton neutre. « L'hiver est long, capitaine, » répondit Jean, « et nous sommes nombreux à nourrir, il faut prévoir. Et cette viande, elle provient uniquement de vos chasses ?» Un nouveau silence chargé s'installa. Les membres de la famille Verrier échangèrent des regards que Bauterne ne parvint pas à déchiffrer. « Capitaine, » dit finalement Marguerite, la fille aînée, s'avançant avec une grâce troublante, « vous semblez fatigué par votre long voyage. Ne voudriez-vous pas vous reposer et partager notre repas? Nous allions justement nous mettre à table. » L'invitation était tentante après des heures de voyage dans le froid, mais quelque chose dans le ton de la femme alerta Bauterne. Il jeta un coup d'œil vers ces hommes qui semblaient tous partager son malaise. « C'est très aimable à vous, mais nous devons poursuivre notre enquête, » répondit-il diplomatiquement. « Ah, comme c'est dommage !» murmura Pierre, et son expression se durcit imperceptiblement. « Nous avons si rarement l'occasion de recevoir des invités. » À cet instant, un hurlement déchirant retentit depuis les bois environnants. Tous les soldats se figèrent, leurs mains se portant instinctivement vers leurs armes. Mais ce qui terrifia Bauterne, ce fut la réaction de la famille Verrier. Au lieu de montrer de la peur ou de la surprise, ils sourirent tous en même temps, comme si ce cri n'était qu'un signal attendu. « Qu'est-ce que c'était » demanda le lieutenant Rintaud d'une voix tendue. « Oh, probablement notre chien de garde » répondit nonchalamment Paul, le plus jeune des fils. Il est particulièrement expressif quand il sent des étrangers. Mais Bauterne avait reconnu le timbre de ce hurlement. Ce n'était pas celui d'un chien domestique, c'était le même cri bestial et intelligent qu'ils avaient entendu la nuit précédente à l'auberge. « Nous ferions mieux de partir », dit-il à ses hommes, sa main se resserrant sur la poignée de son épée. « Déjà ?» fit Pierre avec une feinte déception. « Mais vous venez à peine d'arriver, et j'avais tant de choses à vous raconter sur cette région, sur ses traditions anciennes, ses coutumes particulières. » Il s'approcha de Bauterne, et le capitaine put sentir son haleine fétide, chargée d'une odeur de viande avariée. « Savez-vous, capitaine, que ces montagnes abritent des secrets très anciens ?
Des familles comme la nôtre, qui vivent ici depuis des siècles, ont appris à s'adapter aux exigences de la nature sauvage. Que voulez-vous dire? Pierre sourit, découvrant encore ses dents anormalement pointues. Que pour survivre dans un monde de prédateurs, capitaine, il faut parfois devenir prédateur soi-même. Un second hurlement retentit, plus proche cette fois, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Bauterne réalisa avec horreur qu'ils étaient encerclés. « Mes enfants !» dit Pierre Verrier d'une voix douce qui contrastait terriblement avec la menace implicite de ses paroles. « Nos invités semblent pressés de partir. Peut-être devrions-nous les raccompagner ?» Les fils Verrier se mirent en mouvement avec une coordination parfaite, bloquant discrètement les issues. Leur sourire ne quittait pas leur visage, mais leurs yeux avaient pris une expression de faim qui ne trompait pas. Bauterne fit un geste discret à ses hommes. Le sergent Malesherbes, comprenant immédiatement, fit un pas en arrière, sa main se glissant vers son pistolet. « Messieurs de la famille Verrier, dit Bauterne d'une voix ferme, nous vous remercions de votre hospitalité. Mais le devoir nous appelle ailleurs. »« Le devoir » répéta Pierre avec un rire guttural. « Ah, capitaine, vous ne savez pas encore ce que le véritable devoir exige dans ces montagnes, mais vous allez l'apprendre très bientôt. » Les hurlements se rapprochèrent, résonnant maintenant de tous côtés. Bauterne compta mentalement. Au moins 6 ou 7 créatures différentes, si l'on en jugeait par les variations de tonalité. Mais le plus terrifiant était de voir la famille Verrier réagir à ces cris comme à un langage familier, leurs têtes se tournant vers les fenêtres avec des expressions d'anticipation joyeuse. « Sortez !» ordonna soudain Bauterne à ses hommes. « Maintenant !» Ils se ruèrent vers la porte d'entrée, mais celle-ci se referma brutalement devant eux avec un bruit sourd de verrou qu'on tire. Jean Verrier, qui s'était glissé derrière eux, tenait la lourde barre de fer qui condamnait l'issue. « Mais enfin, dit-il avec un sourire carnassier, vous ne pouvez pas partir maintenant. Le repas va être servi. » Bauterne dégaina son épée d'un mouvement fluide. « Mes hommes, aux armes !» Le chaos explosa dans la salle. Les soldats sortirent leurs pistolets et leurs sabres, tandis que la famille Verrier se transforma. Ce ne fut pas une métamorphose soudaine comme dans les contes, mais quelque chose de bien plus terrifiante, une révélation progressive de leur véritable nature. Leurs sourires s'élargirent, découvrant des rangées de dents acérées comme des lames. Leurs ongles s'allongèrent en griffes noires et crochues, leurs yeux se mirent à briller d'une lueur verdâtre dans la pénombre. « Tuez-les !» cria Bauterne. Le lieutenant Rintaud tira le premier. La détonation résonna comme le tonnerre dans l'espace confiné, et la balle atteignit Antoine Verrier en pleine poitrine. L'homme recula, puis sourit en regardant le sang qui coulait sur sa chemise. « Ça chatouille », dit-il simplement, puis il bondit. Le mouvement fut d'une rapidité inhumaine. En une fraction de seconde, il avait traversé la pièce et ses griffes s'enfonçaient dans la gorge du malheureux Rintaud. Le sang jaillit en gerbes écarlates, tandis que l'officier s'effondrait en gargouillant. « Mon Dieu !» hurla le jeune Dubois. Mais son cri fut étouffé net lorsque Marguerite lui sauta dessus, ses dents se refermant sur sa carotide avec un bruit écœurant d'os qui craquent. La femme releva la tête, sa bouche et son menton dégoulinant de sang frais, ses yeux brillants d'une extase sauvage. Le sergent Malesherbes vida son pistolet sur Pierre Verrier. Les balles le touchèrent à l'épaule et au flanc, mais le patriarche ne sembla même pas les sentir. Il avança vers le vétéran avec une lenteur délibérée, savourant la terreur qui se lisait sur le visage du soldat. « À 30 ans de service », murmura Malesherbes, sa voix tremblant pour la première fois depuis que Bauterne le connaissait. « J'ai combattu les Iroquois, les Anglais, les ours des Grands Lacs, mais ça... » Pierre Verrier lui posa une main sur l'épaule. Sa prise était si puissante que les os craquèrent audiblement. « 30 ans pour en arriver là, dit-il avec une compassion moqueur. Oh, quelle tragédie! Puis, il lui brisa la nuque d'un seul mouvement. Bauterne se retrouva seul au milieu du carnage, son épée à la main, entouré par les membres survivants de cette famille monstrueuse. 6 de ces hommes gisaient déjà dans des mares de sang, leurs corps mutilés de façon ignoble.
Capitaine, dit Pierre en s'essuyant les mains sur sa chemise ensanglantée, vous commencez enfin à comprendre ce à quoi vous avez affaire. Vous n'êtes pas humain, balbutia Bauterne. Catherine éclata de rire, un son cristallin qui contrastait horriblement avec l'horreur de la scène. Oh si, capitaine, nous sommes très humains, simplement évolués, adaptés. Nous avons appris à tirer parti de tous les aspects de notre nature. Vous êtes des monstres. Nous sommes une famille, corrigea Paul en léchant le sang qui maculait ses griffes. Une famille très unie, très soudée. Nous partageons tout, capitaine. Nos repas, nos chasses, nos plaisirs. Bauterne recula, cherchant désespérément une issue. Mais toutes les fenêtres étaient barricadées, toutes les portes condamnées. Et dehors, les hurlements continuaient, plus forts et plus nombreux. « Qui sont-ils » demanda-t-il en désignant l'extérieur. « Nos partenaires » répondit Jean avec un sourire sanglant. « D'autres familles comme la nôtre, d'autres lignées qui ont compris que pour survivre dans ces montagnes, il fallait embrasser sa véritable nature. Nous chassons ensemble, nous nous nourrissons ensemble. Et maintenant, ajouta Pierre en s'approchant, vous allez comprendre pourquoi nous n'avons jamais été inquiétés par les autorités. Pourquoi aucun enquêteur envoyé ici n'est jamais reparti pour faire son rapport. Bauterne leva son épée, mais Pierre l'arrêta d'un geste méprisant. La lame se brisa net contre ses griffes comme si elle avait été faite de verre. Vous voulez savoir la vérité sur la bête du Gévaudan, capitaine, dit le patriarche en le saisissant par la gorge. La voici. Nous sommes la bête, tous autant que nous sommes, une famille unie par le sang et la chair. Et bientôt, vous allez faire partie de la famille. Les dernières paroles de Bauterne furent noyées dans ses propres cris, tandis que les crocs de Pierre Verrier se refermèrent sur sa gorge. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant d'un manteau blanc et innocent les traces de cette boucherie. Et dans les bois environnants, d'autres silhouettes approchaient, attirées par l'odeur du sang frais. La chasse pouvait reprendre. Si cette histoire macabre te laisse avec des frissons, partagée avec un ami qui adore les contes de terreur. 3 semaines plus tôt, dans les profondeurs glacées de la forêt de Lozère, là où même les chasseurs les plus téméraires n'osaient s'aventurer, se dressait un cercle de pierres ancestrales, couvertes de mousse et de givre. Ces menhirs, érigés bien avant l'arrivée des Romains en Gaule, portèrent des symboles gravés que seuls quelques initiés savaient encore déchiffrer. C'était là, dans ce temple primitif à ciel ouvert, que se tenait la réunion la plus secrète et la plus abominable de toute la région. Ils étaient 12, représentant 4 familles qui avaient fait un pacte inavouable des siècles auparavant. Les Verriers, bien sûr, menés par le patriarche Pierre et ses 6 enfants, mais aussi les Margerides, clan tout aussi ancien et corrompu, conduit par le vieux Étienne et sa progéniture dégénérée. Les Aubrac, famille de montagnards aux traditions sanglantes, dirigée par la matriarche Berthe, femme de 70 ans aux yeux de rapace. Et enfin les Cévennes, la lignée la plus récente mais peut-être la plus vicieuse, menée par les jumeaux Lucien et Lucienne, frères et sœurs unis par des liens qui dépassèrent de loin les simples liens familiaux. Au centre du cercle brûlait un feu étrange, alimenté non par du bois ordinaire, mais par des ossements humains soigneusement disposés. Les flammes qui s'en élevaient étaient d'un rouge plus sombre que nature, et elles dégageaient une fumée âcre qui piquait les yeux et engourdissait l'esprit. « Mes frères et sœurs », commença Pierre Verrier de sa voix grave, « le temps est venu de prendre une décision cruciale. Les autorités royales commencent à s'intéresser de trop près à nos activités. » Étienne Margeride, un homme décharné aux cheveux blancs clairsemés, cracha dans le feu. « Ces fouineurs de Versailles, qu'ils viennent donc, nous les recevrons comme il se doit. » « C'est exactement ce genre d'imprudence qui nous a menés à cette situation, » répliqua sèchement Berthe Aubrac. Malgré son âge avancé, elle conservait une autorité redoutable sur son clan. « 113 morts en 2 ans, Étienne. Même pour des ignorants de la capitale, cela finit par faire beaucoup. » Lucien Cévennes, un homme d'une 30aine d'années aux traits fins mais aux yeux cruels, se pencha vers les flammes. « Ma chère Berthe a raison.
Nous avons été excessifs. Nos ancêtres chassaient avec plus de subtilité. Nos ancêtres, reprit sa sœur jumelle Lucienne d'une voix mélodieuse qui contrastait avec la froideur de ses paroles, n'avaient pas autant de bouches à nourrir. Nos familles ont prospéré, nos lignées se sont multipliées. Il nous faut plus de ressources. Pierre acquiesça gravement. Lucienne soulève un point important. Nous sommes maintenant plus de 50, répartis sur tout le territoire du Gévaudan, et nos besoins, nos appétits, ne cessent de croître. Il se leva et commença à faire le tour du cercle, ses yeux verts brillant dans la lueur du feu d'ossement. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité. Nos corps changent, mes frères. Chaque génération est plus perfectionnée que la précédente, plus forte, plus rapide, plus affamée aussi. Jean Veirier, l'aîné des fils de Pierre, prit la parole. Mon père dit vrai. Regardez mes enfants, nos petits-enfants. Ils naissent déjà avec des dents plus acérées, des sens plus développés. Certains peuvent sentir une proie humaine à plus d'une lieue de distance. Ah, et ils grandissent si vite, ajouta Catherine Veirier avec une fierté maternelle déplacée. Mon petit dernier n'a que 12 ans, mais il peut déjà tuer un homme adulte de ses seules mains. Et l'appétit qu'il a. Rires gutturales s'élevèrent autour du cercle. Ses parents monstrueux parlaient de leurs enfants avec la même tendresse qu'auraient pu montrer des fermiers ordinaires, sauf que leur progéniture était formée pour tuer et dévorer leurs semblables. Le problème, intervint Étienne Margeride, c'est que les jeunes manquent de patience. Ils voient une proie et ils bondissent, sans réfléchir aux conséquences. Ils sont jeunes, excusa Pierre. Ils apprennent, mais tu as raison, nous devons être plus disciplinés, plus stratégiques. Berthe Aubrac se leva péniblement, s'appuyant sur un bâton de marche orné de crânes d'animaux. J'ai une proposition, nous devons nous organiser différemment. Au lieu de chasser chacun de notre côté, créons un système. Des territoires définis, des quotas respectés, des méthodes plus discrètes. Que proposes-tu exactement? Demanda Lucienne Séven. Division du territoire en 4 zones, expliqua Berthe en traçant des lignes dans la terre gelée avec son bâton. Chaque famille prend en charge une zone. Nous limitons nos prises à, disons, 1 par mois par famille. Et nous varions les méthodes pour éviter que les autorités ne détectent un schéma récurrent. Pierre fronça les sourcils. 1 par mois, c'est très peu pour nourrir nos clans. 1 famille par mois, précisa Berthe avec un sourire cruel. Pas un individu, une famille entière, parents, enfants, grands-parents s'il y en a. Cela nous donnera plus de viande, et surtout, cela éliminera les témoins potentiels. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. L'idée était séduisante dans sa simplicité monstrueuse. Et comment procédons-nous pour l'approvisionnement? Demanda Lucien. Nous attirons nos proies dans des endroits isolés, répondit Étienne, ses yeux brillants d'une lueur sadique. Ma famille contrôle plusieurs sentiers de montagne. Nous pouvons simuler des accidents, des glissements de terrain qui bloquent les voies de passage habituelles et forcent les voyageurs à emprunter nos itinéraires privilégiés. Excellente idée, approuva Pierre. Et nous pouvons utiliser nos plus jeunes membres comme appât. Une jeune fille apparemment en détresse au bord d'un chemin, un enfant qui semble s'être perdu. Les humains ordinaires sont si prévisibles dans leur compassion. Catherine Veirier battit des mains avec un enthousiasme malsain. Oh oui, ma petite Marie excelle dans ce rôle. Elle a de si beaux yeux innocents, jusqu'à ce qu'elle révèle ses vraies dents. Mais il faut aussi penser aux investigations, fit remarquer Lucien. Si les disparitions deviennent trop systématiques, même les autorités locales finiront par remarquer. C'est là qu'intervient notre second avantage, dit Pierre avec un sourire satisfait. Nous avons des alliés bien placés. Il fit un geste vers les ombres qui bordaient le cercle de Pierre. 3 silhouettes s'avancèrent dans la lumière du feu. Le premier était un homme d'une 50aine d'années, vêtu de la robe noire d'un ecclésiastique. Ses traits étaient nobles, mais ses yeux reflétaient une corruption profonde. « Mes chers amis, dit-il d'une voix onctueuse, permettez-moi de me présenter, Père Augustin Morange, curé de la paroisse de Saint-Alban, et
Partenaire de longue date de vos familles. Le second personnage était un homme corpulent aux vêtements richement brodés, visiblement un notable local. Maître Philippe Chastel, se présenta-t-il, lieutenant de louveterie du roi pour cette région, en charge, officiellement, de l'élimination de la bête qui terrorise nos montagnes. Le troisième était plus surprenant, une femme élégante d'une quarantaine d'années, dont la beauté sophistiquée contrastait étrangement avec l'environnement sauvage. Dame Marguerite de Morangiès, dit-elle avec une révérence moqueuse, épouse du seigneur local et organisatrice de certains divertissements particuliers pour la noblesse de la région. Pierre sourit avec satisfaction. Comme vous pouvez le voir, nous ne manquons pas de soutien dans les sphères influentes. Le père Morange s'assure que les familles des victimes reçoivent les consolations spirituelles appropriées et que les enterrements se déroulent rapidement, sans trop de questions. Et sans autopsie trop approfondie, ajouta le prêtre avec un rire qui glaçait le sang. Il est si facile de convaincre des paysans superstitieux que certaines blessures sont l'œuvre du diable et ne doivent pas être examinées de trop près. Chastel prit le relais. De mon côté, je m'occupe des enquêtes officielles. Chaque fois qu'un rapport remonte aux autorités supérieures, je m'assure qu'il contienne suffisamment d'incohérences et de pistes contradictoires pour décourager toute investigation sérieuse. Et moi, dit Dame de Morangiès avec un sourire carnassier, je fournis des distractions pour les enquêteurs trop curieux. Mes soirées sont réputées dans toute la région pour leur plaisir. Exotique. Il est rare qu'un homme ressorte de chez moi avec l'esprit encore entièrement concentré sur son travail. Berthe Aubrac hocha la tête avec approbation. Un réseau parfaitement organisé. Mais cela suffit-il à garantir notre sécurité à long terme? Il y a plus, dit Pierre, ses yeux brillant d'une lueur particulière. Nous avons reçu une information précieuse. Le roi lui-même envoie un enquêteur spécial, un certain capitaine de Beauterne, vétéran des campagnes d'Amérique. Un silence tendu s'abattit sur l'assemblée. « Quand » demanda Étienne. « Dans quelques semaines. Il sera accompagné d'une dizaine d'hommes, tous soldats expérimentés. » Lucienne se pencha vers le feu, son visage éclairé par les flammes rougeoyantes. « Et que proposes-tu » Le sourire de Pierre s'élargit, révélant ses dents acérées. « Que nous lui offrions l'accueil qu'il mérite, mais pas immédiatement. D'abord, nous le laisserons enquêter, découvrir quelques indices soigneusement disposés. Nous voulons qu'il comprenne exactement ce à quoi il a affaire avant qu'il ne rejoigne nos réserves. »« Pourquoi cette cruauté supplémentaire ?» demanda Lucien. « Parce que, répondit Pierre, la terreur qu'il ressentira dans ces derniers instants sera délicieuse. Et parce que son rapport ne parviendra jamais à destination, Versailles pensera qu'il a simplement disparu avec ses hommes comme tant d'autres avant lui. » Père Morange leva les mains vers le ciel étoilé. « Mes enfants, ce que vous accomplissez ici dépasse la simple survie. Vous perpétuez une tradition millénaire, un culte ancestral qui honore les vrais dieux de ces montagnes, les dieux qui exigent le sang et la chair en offrande. Nos ancêtres gaulois, ajouta Dame de Morangiès, savaient déjà que certaines lignées étaient destinées à s'élever au-dessus de l'humanité commune. Vous êtes les héritiers de cette sagesse antique. » Chastel acquiesça vigoureusement. « Et moi, en tant que représentant officiel de la couronne, je peux vous assurer que tant que vous maintiendrez la discrétion relative, aucune force militaire importante ne sera déployée contre vous. Paris a bien d'autres préoccupations. » L'Assemblée se leva d'un même mouvement. Le rituel touchait à sa fin, mais il restait encore une cérémonie à accomplir. « Mes frères et sœurs, » déclara Pierre solennellement, « renouvelons notre serment. Approchez-vous du feu sacré. » Un à un, les membres des 4 familles s'avancèrent vers les flammes alimentées par des ossements humains. Ils se placèrent la main au-dessus des flammes, laissant la chaleur intense brûler leurs paumes, puis ils dirigèrent leurs mains ensanglantées vers leur bouche. « Par le sang de nos victimes, » récitèrent-ils en chœur, « par la chair de nos proies, par la terreur de nos ennemis, nous jurons de rester unis dans la chasse éternelle. Nous sommes les enfants de la nuit, » continua le chœur monstrueux, « les héritiers de la fin ancestrale, les gardiens du secret mortel.
Et de celui qui trahit ce serment, conclut Pierre d'une voix tonnante, soit dévoré par ses propres frères et que ses os nourrissent le feu sacré pour l'éternité. Les flammes s'élevèrent soudain plus haut, comme si elles approuvaient ce pacte abominable. Dans leur lueur rouge sang, les visages des conjurés prirent des aspects bestiaux, leurs traits se déformant pour révéler leur véritable nature. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la cérémonie prit fin. Les familles se dispersèrent dans la forêt, chacune regagnant son territoire de chasse, emportant avec elle les plans qui allaient faire du capitaine de Beauterne et de ses hommes les prochaines victimes de leur appétit insatiable. Dans le cercle de pierres ancestrales, seuls les ossements continuèrent de brûler, éclairant de leur lumière maudite les symboles gravés qui racontaient l'histoire d'un pacte vieux de 1000 ans entre l'humanité et ses démons les plus sombres. La bête du Gévaudan n'était pas une créature solitaire égarée dans les montagnes. C'était une famille, plusieurs familles. Une lignée entière qui avait choisi de renoncer à son humanité pour embrasser quelque chose de bien plus ancien et de bien plus terrible. Et leur fin ne faisait que commencer. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mars 1764, Versailles puis Gévaudan. Les appartements du ministre de la Guerre au château de Versailles baignaient dans une lumière dorée filtrée par les hautes fenêtres ornées de rideaux de soie. Le maréchal de Belle-Isle, homme d'État expérimenté aux cheveux poudrés et au regard perçant, arpentait nerveusement son bureau en acajou massif. Depuis 3 semaines, aucune nouvelle du capitaine de Beauterne et de sa mission dans les montagnes de Lozère. « Excellence », dit timidement son secrétaire, un homme maigre aux traits inquiets. « Nous avons reçu une missive du lieutenant de louveterie de la région, maître Chastel. » Belle-Île s'arrêta net. « Enfin, que dit-il » Le secrétaire déplia un parchemin scellé à la cire rouge. « Il rapporte que le capitaine de Beauterne et ses hommes ont été... » Sa voix se brisa. « Ils ont été retrouvés morts, Excellence. Tous, dévorés par la bête dans une embuscade près d'une ferme isolée. » Le maréchal se laissa tomber dans son fauteuil de cuir, le visage blême. « Tous, les 11 hommes. Selon le rapport de maître Chastel, oui, Excellence. Il précise que les corps étaient dans un état indescriptible, mutilés de façon si horrible qu'il a fallu les enterrer immédiatement, sans même les ramener au village. » Belle-Isle se prit la tête entre les mains. Beauterne était l'un de ses meilleurs capitaines, un homme qui avait survécu aux pires batailles d'Amérique. Qu'une bête, fût-elle monstrueuse, ait pu éliminer une escouade entière de soldats expérimentés dépassait l'entendement. Y a-t-il autre chose dans ce rapport ? Maître Chastel demande l'autorisation d'organiser une grande battue avec tous les chasseurs de la région. Il assure qu'avec des moyens suffisants, il parviendra à abattre la créature. « Accordez, répondit Belle-Isle d'une voix lasse, donnez-lui tous les moyens qu'il demande. Et, il hésita, faites dire au roi que son enquêteur spécial est tombé au champ d'honneur. Ce que le maréchal ne savait pas, c'est qu'au même moment, à 300 lieues de là, maître Philippe Chastel pliait soigneusement la copie de son faux rapport avant de la glisser dans les flammes de sa cheminée. L'homme corpulent souriait avec satisfaction en regardant le mensonge se consumer. « Parfait, murmura-t-il. Maintenant, organisons cette comédie de battue pour donner le change. » 3 mois plus tard, juin 1764, mais tous les complices de cette mascarade n'étaient pas aussi efficaces que Chastel. Le père Augustin Morange, le prêtre corrompu qui avait participé au conseil secret, avait commis une erreur fatale. Dans son ivresse de pouvoir et sa cupidité, il avait commencé à faire chanter certaines familles nobles de la région, menaçant de révéler leurs liens avec les divertissements de Dame de Morangiès, s'il ne payait pas généreusement pour son silence. L'une de ces familles, les de Montclar, avait des relations directes à la cour. Plutôt que de céder au chantage, ils avaient discrètement fait parvenir au roi une lettre détaillant les activités suspectes du père Morange. Louis XV, déjà préoccupé par la disparition mystérieuse de son enquêteur, ordonna une investigation secrète
menée par ses services les plus discrets. C'est ainsi que le chevalier de Montbarré, officier de la garde royale et maître espion, arriva dans la région sous l'identité d'un marchand de soieries. Contrairement à Bauterne, Montbarré ne se rendit pas directement chez les familles suspectes. Il commença par établir un réseau d'informateurs parmi les paysans, les domestiques, les artisans, tous ceux qui voyaient et entendaient tout sans jamais être remarqués. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires craintes. « Votre grâce, écrivit-il dans son rapport chiffré au roi, ce que nous prenions pour les méfaits d'une bête sauvage relève en réalité d'une conspiration humaine d'une ampleur épouvantable. Plusieurs familles de la région se sont constituées en sectes anthropophages, sacrifiant régulièrement des innocents à leurs appétits monstrueux. Ils opèrent sous la protection d'un réseau de complicité qui s'étend jusqu'aux autorités religieuses et administratives locales. Le lieutenant de louveterie Chastel, le père Morange et dame de Morangiès ne sont que les plus visibles d'un système de corruption qui gangrène toute la région. Plus troublant encore, sire, ces familles semblent pratiquer l'inceste de façon systématique depuis plusieurs générations, produisant une descendance aux caractéristiques physiques anormales. Force, vitesse et cruauté surhumaines, dentition modifiée, instinct de prédateur développé. J'ai interrogé discrètement plusieurs témoins. Tous décrivent des créatures qui se déplacent parfois à quatre pattes comme des animaux, mais qui peuvent aussi se dresser et utiliser des outils comme des humains. La frontière entre l'homme et la bête semble avoir été délibérément effacée chez ces dégénérés. Le rapport de Montbarré comportait 15 pages de détails minutieux, de témoignages recoupés, de preuves accumulées patiemment pendant des mois d'investigation. Mais surtout, il contenait la liste complète des familles impliquées et de leurs complices. Louis XV lut ce document dans le secret de ses appartements privés, loin des oreilles indiscrètes de la cour. Sa réaction fut immédiate et implacable. « Cette abomination, déclara-t-il à son ministre de la guerre, doit être éradiquée jusqu'à la dernière racine, mais en silence. Si de telles horreurs étaient rendues publiques, elles terniraient à jamais la réputation de notre royaume. » L'été, septembre 1764, l'opération fut menée avec une efficacité militaire que n'auraient jamais soupçonné les familles Veirier, Margeride, Aubrac et Cévennes. 3 compagnies de dragons d'élite, spécialement sélectionnées pour leur discrétion et leur loyauté absolue au roi, convergèrent vers les montagnes de Lozère par des routes différentes. Le colonel Henri de Broglie, commandant de l'opération, avait reçu des ordres très précis. Élimination totale, pas de prisonniers, pas de témoins, et surtout, destruction complète de toute trace de ces activités. L'attaque eut lieu simultanément sur les 4 propriétés à l'aube du 19 septembre 1764. Les familles monstrueuses, habituées à être les prédateurs, se retrouvèrent soudain dans la position de proie. Chez les Veirier, la bataille fut particulièrement féroce. Pierre et ses fils, alertés par leur sens aiguisé, tentèrent de fuir vers les bois, mais ils tombèrent sous les balles des tireurs d'élite postés dans les arbres environnants. Les femmes, Catherine et Marguerite, essayèrent de négocier, offrant de révéler l'emplacement de leurs réserves en échange de leur vie. Elles furent abattues sans autre forme de procès. Les Margerides résistèrent en se barricadant dans leurs fermes fortifiées, utilisant leur connaissance du terrain pour tendre des embuscades aux soldats. Mais les dragons étaient des professionnels aguerris. Ils incendièrent simplement la bâtisse, forçant la famille à sortir. Étienne Margeride, le patriarche, fut le dernier à tomber, hurlant des malédictions en patois local, tandis que les balles le fauchaient. Berthe Aubrac, malgré son grand âge, tenta une dernière ruse. Elle se déguisa en vieille paysanne innocente, suppliant les soldats de l'épargner. Mais le colonel de Broglie avait été parfaitement informé par Montbarré. « Madame, dit-il poliment en ajustant son pistolet, votre réputation vous précède. Seuls les jumeaux Cévennes, Lucien et Lucienne, parvinrent à s'échapper dans un premier temps. Leur complicité malsaine leur avait toujours permis d'agir comme un seul esprit dans 2 corps. Ils se fondirent dans la forêt, utilisant des tunnels souterrains qu'ils avaient creusés au fil des années.
Mais leur fuite ne dura que quelques heures. Les chiens de guerre amenés par les dragons les pistèrent jusqu'à une grotte isolée où ils s'étaient réfugiés. Là, dans l'obscurité froide et humide, les derniers représentants des lignées maudites furent acculés. « Nous sommes immortels !» cria Lucienne, ses yeux brillants de folie dans l'obscurité. « Nos enfants survivront, notre sang coule dans les veines de dizaines de descendants. »« Plus maintenant !» répondit calmement le colonel. Car pendant que les compagnies principales s'occupaient des adultes, des équipes spécialisées avaient méthodiquement éliminé tous les enfants et petits-enfants des familles maudites. Une tâche horrible, mais que les soldats accomplirent avec la discipline froide de professionnels conscients de servir leur roi. Les complices ne furent pas oubliés. Le père Morange fut retrouvé dans son presbytère, tentant de brûler des documents compromettants. Il mourut en priant, non pas Dieu, mais les anciens démons auxquels il avait vendu son âme. Maître Chastel, le faux lieutenant de Louveterie, tenta de fuir vers Lyon avec une malle remplie de pièces d'or. Il fut intercepté sur la route et abattu lors d'une tentative de résistance à l'autorité royale, selon le rapport officiel. Dame de Morangiès offrit la résistance la plus subtile. Retranchée dans son château, elle avait rassemblé une dizaine de ses invités habituels, des nobles corrompus qui participaient à ses orgies cannibales. Elle menaça de révéler leur nom si elle était inquiétée. « Madame », lui répondit le colonel de Broglie lorsqu'elle formula ses exigences, « ces messieurs figurent déjà sur nos listes. » Effectivement, dans les heures qui suivirent, plusieurs seigneurs de la région furent discrètement arrêtés et conduits vers une destination inconnue. Leurs familles reçurent des lettres expliquant leur départ soudain pour une mission diplomatique secrète au service du roi. Ils ne revinrent jamais. Octobre 1764, le nettoyage fut méticuleux. Toutes les fermes des familles maudites furent incendiées après que leurs caves et leurs dépendances eurent été fouillées. Ce qui découvrirent les soldats dépassa en horreur tout ce que les rapports de Montbarré avaient pu laisser imaginer. Des chambres entières remplies d'ossements humains, soigneusement triés par âge et par sexe. Des saloirs contenant des chairs humaines conservées comme de la viande de porc. Des instruments de torture d'une sophistication diabolique conçus pour prolonger les souffrances des victimes avant leur mise à mort. Mais le plus troublant était un ensemble de cahiers et de registres rédigés avec un soin maniaque qui détaillait 3 siècles de meurtres rituels. Les familles maudites avaient tenu une comptabilité précise de leurs crimes. Nom des victimes, date des meurtres, méthode utilisée, partie du corps consommée par chaque membre de la famille. Le registre le plus ancien, celui des Verriers, remontait à 1453. Il révélait que leur transformation en monstres n'était pas naturelle, mais résultait d'un pacte délibéré avec des forces obscures. La première génération avait été constituée de brigands ordinaires, qui s'étaient réfugiés dans ces montagnes pour échapper à la justice royale. Affamés par un hiver particulièrement rude, ils avaient d'abord tué et mangé leurs chevaux, puis leurs chiens. Quand même cela ne suffit plus, ils s'étaient entre-dévorés. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule famille, celle de Jean Veillerier, l'ancêtre de Pierre. C'était alors qu'était intervenu un mystérieux personnage, décrit dans le registre comme l'homme noir des vieilles forêts. Cet être, qui n'était manifestement pas entièrement humain, leur avait proposé un marché. Il leur enseignerait comment survivre en se nourrissant de chair humaine sans être découverts, comment développer leurs capacités physiques au-delà des limites naturelles, comment perpétuer leur lignée en s'affranchissant des tabous moraux. En échange, ils devraient lui offrir régulièrement des victimes selon des rituels précis et surtout, ils devraient pratiquer l'inceste systématique pour concentrer et purifier les dons qu'il leur accordait. Génération après génération, le pacte avait été respecté. Les familles s'étaient lentement transformées, devenant de plus en plus fortes, de plus en plus cruelles, de plus en plus autres. Le colonel de Broglie, homme de guerre endurci, ne put terminer la lecture de ces documents sans vomir. Il ordonna que tout soit brûlé immédiatement. « Ces abominations, déclara-t-il à ses officiers, ne doivent jamais être connues. Si de tels écrits existaient, ils pourraient inspirer d'autres fous à tenter de reproduire ces expériences.
Ndline, novembre 1764. La version officielle des événements fut soigneusement construite. Selon les rapports qui parvinrent à Paris, la bête du Gévaudan avait finalement été abattue par maître Chastel lors d'une grande battue. L'animal, un loup de taille exceptionnelle rendu fou par une maladie inconnue, avait été exposé publiquement avant d'être enterré. Pour donner crédibilité à cette version, les services secrets du roi firent même fabriquer une dépouille de loup artificielle, empaillée par les meilleurs taxidermistes de Paris. Cette relique fut montrée dans quelques villages de la région avant d'être discrètement fait disparaître. Quant aux familles des victimes réelles de la secte cannibale, elles reçurent des compensations généreuses accompagnées d'une explication. Leurs proches étaient morts dans l'accomplissement d'une mission secrète au service de Sa Majesté. Des pensions à vie furent accordées aux veuves et aux orphelins, à condition qu'ils gardent le silence absolu sur les circonstances réelles de ces décès. La région elle-même fut pacifiée par l'installation d'une garnison permanente de dragons, officiellement chargée de surveiller les derniers soubresauts de brigandage dans les montagnes. En réalité, ces soldats avaient pour mission de s'assurer qu'aucun descendant des familles maudites n'avait échappé à la purge. Car malgré l'efficacité de l'opération, le colonel de Broglie et ses hommes n'étaient pas entièrement certains d'avoir éliminé tous les membres de la secte. Quelques femmes enceintes avaient pu fuir, quelques enfants cachés dans les bois avaient peut-être survécu, quelques complices mineurs avaient pu échapper aux mailles du filet. Cette incertitude expliquait la surveillance continue qui fut maintenue dans la région pendant des décennies. Les dragons qui y étaient stationnés avaient reçu des ordres très spécifiques, surveiller discrètement la population locale, signaler tout comportement suspect et surtout enquêter immédiatement sur toute naissance présentant des caractéristiques inadditionnelles. De Versailles, décembre 1764. Dans ses appartements privés, Louis XV brûla personnellement le rapport définitif du colonel de Broglie. Les flammes de la cheminée consumèrent les dernières traces écrites de l'opération la plus secrète de son règne. « Majesté », demanda timidement le maréchal de Belle-Isle, « ne devrions-nous pas conserver au moins une trace pour l'histoire ?» Louis XV secoua la tête avec ferveur. « Il n'y a pas d'histoire pour ce genre d'événement, maréchal. Il y a seulement l'oubli et la vigilance éternelle. » Le roi se dirigea vers la fenêtre et contempla les jardins de Versailles, couverts de neige sous la lune hivernale. « Faites comprendre à vos successeurs, maréchal, qu'il existe dans ce royaume des menaces qui ne figurent dans aucun manuel militaire, des ennemis que ne peut vaincre aucune stratégie conventionnelle. Ces familles maudites n'étaient peut-être que le début. Si de tels pactes avec les ténèbres ont pu être conclus une fois, ils peuvent l'être à nouveau. La couronne de France doit toujours être prête à affronter l'impensable. » Dans les mois qui suivirent, un service spécial fut discrètement créé au sein de l'administration royale. Officiellement, il s'agissait du Bureau des Affaires extraordinaires, chargé d'enquêter sur les phénomènes inexpliqués pouvant troubler l'ordre public. En réalité, c'était la première organisation officielle de lutte contre les menaces surnaturelles de l'histoire de France, car si les familles Verrier, Margeride, Aubrac et Cévennes avaient été détruites, l'homme noir des vieilles forêts, lui, n'avait jamais été retrouvé. Et dans les archives les plus secrètes du royaume, une note manuscrite du roi précisait « Que nos descendants n'oublient jamais. Ce qui a pactisé une fois avec les ténèbres cherchera toujours de nouveaux serviteurs. La vigilance éternelle est le prix de la civilisation. » La bête du Gévaudan était morte, mais elle avait laissé derrière elle des questions que personne n'osait poser et des réponses que personne ne voulait connaître. Décembre 1789, 25 ans plus tard, la Révolution française avait bouleversé l'ordre ancien et avec lui la surveillance discrète que l'ancienne monarchie maintenait sur les montagnes de Lozère. Le Bureau des Affaires extraordinaires avait été dissous dans la tourmente révolutionnaire, ses archives brûlées par des sans-culottes qui y voyaient un instrument d'oppression royale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en détruisant cette surveillance, ils ouvraient la voie au retour de l'horreur.
Marie-Claire Dubois, elle avait abandonné le nom maudit de Verrier depuis longtemps, observait depuis la fenêtre de sa modeste ferme les fumées qui montaient du village de Saint-Flour de Mercoire. À 60 ans, elle conservait une beauté sombre troublante, ses yeux verts brillant de la même lueur prédatrice que ceux de ses ancêtres. Elle était la seule survivante de la purge de 1764. Enceinte au moment du massacre, elle avait réussi à fuir dans les grottes les plus profondes des montagnes, où elle avait donné naissance à un fils dans des conditions atroces. Pendant 25 ans, elle avait vécu cachée, élevant son enfant dans la tradition familiale, attendant le moment propice pour reprendre ce que la couronne leur avait volé. « Mère », dit une voix grave derrière elle. Elle se retourna vers son fils, Pierre-Antoine. L'homme de 25 ans était un spécimen parfait de la lignée Verrier, massif, au sens aiguisé, aux dents acérées. Mais il était autre chose encore. Élevé dans l'isolement total, nourri exclusivement de chair humaine depuis l'enfance, il représentait l'aboutissement de 3 siècles de dégénérescence contrôlée. « Le moment est venu, mon fils, » dit-elle avec un sourire cruel. Nos ennemis se déchirent entre eux. Plus de rois, plus d'armée royale, plus de surveillance. Nous pouvons reprendre notre place. Et les autres familles? Mortes, répondit-elle amèrement. Toutes mortes, mais nous avons quelque chose qu'elles n'avaient pas, la patience d'avoir attendu le bon moment. Elle s'approcha d'un coffre de bois dissimulé sous les lattes du plancher. À l'intérieur, soigneusement préservé, se trouvaient les derniers registres de la famille Verrier, ceux qu'elle avait pu sauver lors de la fuite. « Ton héritage », dit-elle en caressant les pages jaunies. 300 ans de savoirs accumulés, les techniques de chasse, les méthodes de préservation des corps, les rituels de transformation, et surtout, les instructions pour convoquer l'homme noir. Pierre-Antoine fronça les sourcils. « Tu penses qu'il répondra encore? Après tant d'années ?» Il a conclu un pacte avec notre lignée, mon fils. Tant qu'il reste un Verrier vivant, ce pacte demeure valide. Elle se dirigea vers la porte de la ferme. Dehors, la nuit d'hiver était glacée, étoilée et silencieuse. Parfaite pour ce qu'elle avait prévu. « Viens, dit-elle, il est temps que tu rencontres ton véritable père. » Ils marchèrent pendant 2 heures dans la forêt enneigée, suivant des sentiers que seule Marie-Claire connaissait encore. Ils atteignirent finalement le cercle de pierres ancestrales, toujours debout malgré les siècles, ces menhirs couverts de mousse et de glace. Marie-Claire alluma un feu au centre du cercle, mais pas avec du bois ordinaire. Elle sortit de son sac plusieurs ossements humains, les restes de sa dernière victime, un voyageur égaré qu'elle avait attiré dans ses pièges quelques semaines plus tôt. Maître des anciennes forêts, commença-t-elle d'une voix qui résonnait étrangement dans l'espace sacré, « Seigneur des pactes éternels, nous t'invoquons. Ta servante Marie-Claire, dernière des Veilleriers, et son fils Pierre-Antoine, héritier de la lignée maudite, sollicitent ta présence. » Les flammes s'élevèrent soudain, prenant cette teinte rouge sombre caractéristique. Un vent glacé se leva, faisant gémir les branches des sapins environnants. « Nous t'offrons cette chair en sacrifice, » continua Marie-Claire en jetant d'autres ossements dans le feu. « Nous t'offrons notre sang en allégeance, nous t'offrons nos âmes en servitude. Viens à nous, maître. » Pierre-Antoine observait la scène avec fascination mêlée de terreur. Il avait entendu les histoires de sa mère depuis l'enfance, mais voir les anciennes invocations prendre effet dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. L'air au centre du cercle commença à se déformer, comme si la réalité elle-même se pliait sous une pression invisible. Des formes indistinctes dansaient dans les flammes, de plus en plus précises, de plus en plus tangibles. Puis, il apparut. L'homme noir n'avait pas changé depuis 1453. Grand, élancé, vêtu d'un manteau sombre qui semblait absorber la lumière, il se dressait maintenant au milieu des flammes sans être consumé par elles. Son visage était d'une beauté androgyne troublante, mais ses yeux étaient des puits d'obscurité où brillaient des étoiles mortes. « Marie-Claire » dit-il d'une voix qui résonnait comme un écho venu des profondeurs de la terre, « la dernière de ma lignée préférée. J'ai senti ta présence pendant toutes ces années d'exil. J'ai senti ta faim, ta patience, ta haine.
Maître, murmura-t-elle en s'agenouillant, les royaux ont détruit notre famille, dispersé notre œuvre. Mais je n'ai jamais oublié le pacte. Et tu as bien fait. Il se tourna vers Pierre-Antoine et le jeune homme sentit un regard qui semblait percer son âme jusqu'au tréfonds. Voici donc le fruit de ta patience. Il est prometteur. L'homme noir s'approcha de Pierre-Antoine, qui luttait pour ne pas reculer. Tends la main, mon enfant. Pierre-Antoine obéit. L'homme noir saisit sa main dans la sienne, une main glacée comme la mort mais d'une force terrible, et y enfonça ses ongles. Le sang coula, noir dans la lueur rouge des flammes. Par ce sang, entonna l'être mystérieux, je renouvelle l'ancien pacte. Par cette chair, je confirme l'alliance éternelle. Par cette âme, je scelle le destin de la lignée. Il porta la main ensanglantée de Pierre-Antoine à ses lèvres et but le sang qui coulait. Aussitôt, le jeune homme ressentit une transformation douloureuse traverser son corps. Ses muscles se contractèrent, ses os craquèrent, ses dents s'allongèrent. La douleur était indicible, mais avec elle venait une force nouvelle, des sens décuplés, une faim terrifiante. « Maintenant, » dit l'homme noir, « écoutez-moi bien tous les deux. Votre famille était nombreuse autrefois, mais elle était également négligente. Vous avez attiré l'attention, provoqué la colère du pouvoir temporel. Cette erreur ne doit pas se reproduire. Que nous conseilles-tu, maître ?» demanda Marie-Claire. « Patience et subtilité. Ne reconstituez pas immédiatement une grande famille. Commencez petit, grandissez lentement. Établissez des alliés, corrompez les autorités locales une à une. Et surtout, ses yeux brillèrent d'une lueur malveillante. Adaptez-vous au nouveau temps. Cette révolution qui bouleverse la France vous offre des opportunités inédites. Comment cela? La société ancienne était stable, hiérarchisée. Il était difficile de faire disparaître des gens sans que cela se remarque. Mais maintenant, il rit, un son qui glaçait le sang. Maintenant, c'est le chaos. Des nobles qui fuient, des prêtres qui se cachent, des bourgeois qui disparaissent dans la tourmente. Qui ira s'inquiéter de quelques morts de plus? Marie-Claire comprit immédiatement. Nous pouvons nous nourrir des victimes de la Révolution. Exactement. Et plus encore, vous pouvez vous intégrer au mouvement révolutionnaire, devenez des patriotes zélés, des citoyens irréprochables, dénoncez quelques ennemis du peuple, que vous aurez d'ailleurs choisis pour leur qualité nutritive. La République vous remerciera de votre vigilance et vous pourrez vous repaître en toute tranquillité de ceux qu'elle condamnera. Pierre-Antoine, encore sous le choc de sa transformation, réussit néanmoins à articuler « Et après, quand cette révolution prendra fin ?» L'homme noir sourit, découvrant des dents d'une blancheur d'ivoire. « Il y aura toujours des troubles, mon enfant. Des guerres, des révoltes, des changements politiques. L'humanité ne peut pas vivre en paix. C'est sa nature. Et à chaque bouleversement, vous trouverez de nouvelles opportunités. Votre rôle ne sera plus d'être simplement des prédateurs isolés. Vous deviendrez des parasites parfaitement intégrés au corps social. Vous vous nourrirez de ses convulsions, vous grandirez de ses faiblesses, vous prospérerez de ses divisions. » Il fit un geste vers les flammes, qui s'élevèrent plus haut, projetant des ombres dansantes sur les pierres anciennes. Dans 200 ans, quand vos descendants auront repeuplé ces montagnes et bien d'autres endroits, quand vos lignées se seront répandues dans toute l'Europe, les humains ordinaires ne se douteront même pas de votre existence. Ils vous côtoieront quotidiennement, leurs voisins, leurs collègues, leurs dirigeants même. Ils ne verront que des citoyens normaux, peut-être un peu plus prospères, un peu plus influents que la moyenne. Ils ne remarqueront pas vos dents légèrement trop pointues, vos yeux qui brillent dans l'obscurité, votre façon particulière de regarder la viande saignante, car vous aurez appris la plus grande leçon. Pour dévorer l'humanité, il faut d'abord devenir indispensable à sa survie. Marie-Claire se prosterna plus profondément. « Nous t'obéirons, maître, mais aura-nous la force nécessaire? Nous ne sommes que deux. Vous ne le resterez pas longtemps, » répondit l'homme noir avec un sourire entendu. « Pierre-Antoine, approche-toi du feu. » Le jeune homme obéit.
L'être mystérieux plongea la main dans les flammes et en ressortit une braise ardente qu'il déposa dans la paume de Pierre-Antoine sans que celui-ci ressente la moindre brûlure. Cette braise contient l'essence de votre lignée, concentrée et purifiée. Mélange-la à l'eau que boira ta première épouse. Elle donnera naissance à des jumeaux d'une perfection que vos ancêtres n'auraient jamais pu atteindre. Et ces jumeaux, à leur tour, nous comprenons, murmura Marie-Claire. Une expansion géométrique, contrôlée et discrète. Parfaitement. Dans 50 ans, vous serez 50. Dans 100 ans, 1000. Dans 200 ans, il rit de nouveau. Dans 200 ans, l'humanité découvrira qu'elle a nourri en son sein sa propre remplaçante. Les flammes commencèrent à diminuer, signe que l'invocation touchait à sa fin. L'homme noir redevint progressivement translucide. « Un dernier conseil, » dit-il tandis que sa silhouette s'estompait. « N'oubliez jamais d'où vous venez. Préservez les registres, transmettez les techniques, enseignez les rituels. Chaque génération doit connaître l'histoire de la précédente. C'est votre force, mais aussi votre vulnérabilité. Que veux-tu dire? Si l'humanité découvre un jour votre existence, elle cherchera vos origines. Si elle trouve ces montagnes, si elle découvre ce cercle de pierre, si elle comprend la nature de notre pacte, elle aura une chance de vous détruire. Mais si vos descendants deviennent suffisamment nombreux et puissants avant cette découverte, sa voix se fit de plus en plus faible. Alors peu importe ce qu'elle découvrira, il sera trop tard pour l'arrêter. L'homme noir disparut complètement, ne laissant que le souvenir de sa présence oppressante et l'odeur de soufre qui imprégnait l'air glacé. Marie-Claire et Pierre-Antoine restèrent silencieux un long moment, assimilant les implications de ce qu'ils venaient d'entendre. « Mère, dit finalement Pierre-Antoine, crois-tu vraiment que nous pourrons accomplir tout cela ?» Elle regarda les braises mourantes du feu rituel, puis les étoiles froides qui brillaient au-dessus des montagnes maudites. « Nous avons survécu à l'extermination, mon fils. Nous avons conservé la connaissance, préservé la lignée, maintenu le pacte. Le plus difficile est derrière nous. Maintenant, nous avons juste à être patients et affamés. » Ils redescendirent vers leur ferme dans le silence de la nuit hivernale, porteurs d'un secret qui allait transformer l'histoire de l'humanité. Derrière eux, dans le cercle de pierre, les dernières braises s'éteignaient lentement, mais leur lueur rouge continuerait de briller dans leurs yeux pour les siècles à venir. La bête du Gévaudan était vraiment morte. Mais quelque chose de bien pire venait de naître. 1964, 200 ans plus tard, le professeur Henri Delacroix, spécialiste de l'histoire locale à l'université de Montpellier, fermait soigneusement le dernier carton d'archives qu'il venait de dépouiller dans les caves de la préfecture de Lozère. Son travail de recherche sur l'affaire de la bête du Gévaudan touchait enfin à sa fin après 10 années d'investigation. Ce qu'il avait découvert défrait les versions officielles de cette célèbre affaire du XVIIIe siècle. Documents militaires classifiés, correspondances secrètes, rapports d'espionnage, tout concourait à prouver que la bête n'était pas un animal, mais une secte humaine anthropophage qui avait terrorisé la région pendant des années. « Extraordinaire », murmurait-il en rangeant ses notes. « Si je publie ces révélations, cela va révolutionner notre compréhension de cette période. » Il ne remarqua pas la silhouette qu'il observait depuis l'ombre de l'escalier menant aux caves. Un homme élégant d'une 50aine d'années, aux traits fins et aux yeux d'un vert particulièrement intense. « Monsieur le professeur, » dit l'homme en s'avançant dans la lumière. Delacroix sursauta. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Pardonnez-moi de vous avoir surpris. Je suis monsieur Verrier, conseiller municipal de la commune. J'ai appris que vous meniez des recherches sur notre vieille légende locale. » Monsieur Verrier? Delacroix fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à se rappeler où il l'avait lu. « Je serais très intéressé de connaître vos conclusions, professeur. Cette histoire fascine ma famille depuis des générations. » L'homme souriait avec une politesse parfaite, mais quelque chose dans son regard mettait Delacroix mal à l'aise. Et était-ce son imagination, ou ses dents semblaient-elles anormalement pointues?
Eh bien, commença prudemment le professeur, mes recherches suggèrent que la version officielle était incomplète. Il semblerait qu'une famille de la région ait été impliquée dans ces massacres. Une famille qui s'appelait... Il s'interrompit brusquement. Le nom lui revenait maintenant. Verrier. C'était le nom de la famille cannibale, mentionné dans les rapports secrets qu'il venait de lire. Monsieur Verrier continuait de sourire, mais ses yeux brillaient maintenant. Une soudaine vague de froid parcourut l'échine de Delacroix. Le nom Verrier résonnait dans son esprit comme une cloche funèbre, chargée de toutes les atrocités décrites dans les documents qu'il venait d'exhumer. Il regarda l'homme qui se tenait devant lui, s'efforçant de masquer le tremblement de ses mains tandis qu'il serrait ses notes. « Monsieur Verrier, » dit Delacroix, forçant un ton neutre, « quelle intéressante coïncidence, n'est-ce pas? Votre famille semble liée à cette histoire d'une manière que je ne comprends pas encore tout à fait. » L'homme qui s'était présenté comme Verrier inclina légèrement la tête, son sourire s'élargissant de manière presque imperceptible. « Les coïncidences, professeur, ne sont que le destin jouant avec les imprudents. Ma famille a toujours été enracinée dans ces montagnes. Nous faisons partie de leur histoire, de leurs secrets. » Delacroix recula d'un pas, son instinct lui hurlant de fuir, mais sa curiosité académique le retenait. « Vos ancêtres, savez-vous quelque chose à leur sujet? Sur ce qui s'est passé au XVIIIe siècle? Sur la bête ?» Le sourire de Verrier se transforma en quelque chose de plus prédateur, ses pupilles semblant scintiller d'un vert surnaturel dans la lumière tamisée de la cave. « Oh professeur, je sais tout d'eux, bien plus que ce que vos vieux dossiers poussiéreux pourraient révéler. Mes ancêtres étaient des survivants, des gens qui ont appris à prospérer là où d'autres ne faisaient que périr. » La porte de la cave grinça en s'ouvrant et une silhouette élancée émergea des ombres. Une femme, peut-être dans la trentaine, aux cheveux noirs et aux yeux identiques à ceux de Verrier. Elle dégageait une élégance froide, ses mouvements presque félins. « Père, » dit-elle, sa voix douce mais teintée d'une menace voilée, « le professeur semble fatigué. Ne devrions-nous pas l'inviter à dîner chez nous? Ce serait un honneur. » Delacroix sentit l'air devenir plus lourd, comme si la cave elle-même conspirait contre lui. « Je vous remercie de votre amabilité, » répondit-il, sa voix vacillant, « mais j'ai des engagements à Montpellier. Une autre fois, peut-être? » « Une autre fois pourrait être trop tard, » murmura la femme, s'approchant d'un pas lent et délibéré. « Le savoir que vous portez, professeur, est dangereux. Et nous, les Verrier, avons une longue tradition de protéger nos secrets. » Avant que Delacroix ne puisse réagir, la porte de la cave se referma avec un fracas retentissant et le bruit de chaînes traînées résonna dans l'espace claustrophobique. Il tenta de saisir ses notes, mais Verrier les arracha de ses mains avec une force inhumaine, déchirant les pages d'un mouvement rapide. « Vous auriez dû rester à Montpellier, professeur, » dit Verrier, sa voix désormais un grondement sourd. « Mais ne vous inquiétez pas, vos recherches ne seront pas vaines. Elles nourriront une cause bien plus grande. » Les lumières de la cave vacillèrent et s'éteignirent, plongeant l'espace dans une obscurité totale. Un cri retentit, bref et étouffé, suivi du bruit caractéristique de dents déchiquetant la chair. Lorsque les lumières revinrent, des heures plus tard, la cave était vide. Les notes de Delacroix avaient disparu, et la seule trace de sa présence était une tache de sang séchée sur le sol de pierre, bientôt balayée dans les ombres de l'histoire. Dans les montagnes de Lozère, la neige continuait de tomber, recouvrant les anciens secrets d'un manteau blanc et silencieux. La lignée des Verrier, désormais dispersée dans les villes et les villages, continuait de prospérer, cachée à la vue de tous. Et quelque part, dans les profondeurs des forêts, l'homme noir des vieilles forêts souriait, sachant que son pacte demeurait intact, nourri par le sang et la chair des imprudents. La bête du Gévaudan n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait simplement appris à se cacher mieux.